Salut à toutes et à tous, désolé encore un peu de retard sur les emplois du temps ce matin, mais on reprend le boulot comme d'hab. On va faire un petit peu d'intraday même aujourd'hui, euh, puisque c'était le plan que je vous avais promis. Donc on en fera jeudi, donc là on est jeudi, et on va le faire le mardi aussi. Mais bon, là honnêtement, il y a tellement à dire sur ce qu'il y a à faire en swing que bah, voilà, donc hier VXN vient chercher les 30, mais on est encore loin du compte, c'est-à-dire que pour moi la volate, elle n'a pas fini son job. Il lui reste encore un petit peu de marge à faire parce qu'on est bien toujours normalement dans un schéma de hausse de la volatilité, c'est-à-dire qu'on doit casser des résistances de volate, pas simplement celle-là. Donc je pense que c'est pas fini encore sur le Nasdaq, donc attention au petit pullback aujourd'hui. Généralement, bon, maintenant on ne sait plus trop à quoi s'attendre, hein, qu'on soit bien d'accord. Ces marchés sont fous, mais complètement tarés, hein, c'est-à-dire que des mouvements comme ça, bon, moi honnêtement, j'ai pas souvenir d'en avoir vu. Des trucs comme ça n'arrive pas souvent. Alors ça peut-être arrivé une fois ou deux, mais et pas sur des marchés actions. Ce genre de revers du genre grosse mèche basse de 2,5% et puis le lendemain moins 3,5%, bon ça non, incompréhensible. On va le regarder en fait ce que ça donne d'un point de vue indiciel. Voilà, ce genre de truc ça n'arrive jamais, hein. Le gap baissier, la clôture du gap sur un niveau de support et on revient clôturer dans la journée précédente, c'est un énorme signal de rejet vendeur et le lendemain, bam. Ça, voilà, incompréhensible, mais vraiment incompréhensible. Dans un marché normal, ça n'arrive pas. Ce genre de bougies, elles peuvent arriver. Un petit gap qui se fait très légèrement sous le support et le marché qui juste invalide. Mais là, non, on gap complètement sous le support. On était en gap baissier de 1,5%. Et on a enfoncé le clou. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Voilà, c'est qu'on gape d'1,5, on enfonce d'1% supplémentaire et le marché arrive à s'en remettre. Bon, bah c'était fou, hein. Hier c'était une séance folle. Pardon, avant-hier était une séance folle, mais hier ça l'était aussi. Hier ça frôlait le grand n'importe quoi. Surtout pourquoi en fait? Pourquoi dans ce cas-là cette séance-là? Pourquoi ne pas avoir tout simplement ouvert ici et clôturé là hier, ce qui aurait fait du sens et tout simplement suivi le sens de la tendance baissière. Donc en fait hier c'était un rachat complètement dingo, mais qui a quand même eu lieu, qui a quand même réussi à clôturer en haut et qui s'est pris une énorme tarte le lendemain. Bah voilà, donc en gros moi c'est comme ça que je résume ça. Donc hier, une nouvelle séance à -5 à Wall Street, c'était prévu sur le Nasdaq et je pense que c'est pas fini. Voilà, je pense qu'on va aller un petit peu plus bas que ça, puisque normalement l'objectif dans une vague 1 c'est de venir dire bonjour au canal ici et de le casser. Donc je pense que Wall Street, le pire est peut-être encore à venir. Maintenant le travail au moins a été fait, là on a bien marqué les esprits hier. En fait c'est ce que je recherche. Dans une vague 1, faut que quelque chose vrille dans le consensus. Le consensus était ultra boule. Hier, il commence à se poser des questions. Donc, voilà, c'est déjà pas mal. Maintenant, la question est de savoir comment on gère ça. On est sur 23% de retracement. Est-ce que le marché va repayer ici? Alors, je vais vérifier ce FIBO d'abord, hein, mais normalement, il est bien là où je pense. Voilà. Donc, 23% de retracement, pile poil, à poil. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Grande question. Moi, je vous la pose. Je n'ai pas la réponse. Est-ce qu'on va chercher 38? J'ai envie de dire oui. Est-ce qu'on meurt ici? C'est possible. C'est-à-dire, est-ce qu'on vend le Nasdaq là? Non, clairement pas. Ce matin, ça rebondit déjà d'1%. Voilà, donc rebond technique, ça c'est sûr, parce qu'on va probablement revenir tester le rejet baissier, le rejet de la séance d'avant-hier, du coup, puisque cette séance complètement rocambolesque, il va falloir la tester. Et on est dessus, 6930, voilà, on teste ça, on teste cette zone. Donc ça, c'était une bougie folle. On la reteste, on l'invalide complètement le jour suivant, on revient du coup la tester une nouvelle fois en baissier cette fois. Voilà. Donc on va voir si cette zone est maintenant une zone de résistance ou si au contraire la séance d'hier était encore une fois un piège à con pour faire vriller tout le monde. Donc on est sur une zone très tendue. Moi ce qui me rend fou en fait dans ce marché, c'est que bon, on sait que la volatilité peut s'exprimer dans les deux sens, mais quand elle s'exprime après de très longues phases de hausse, généralement c'est que de la volatilité baissière que vous trouverez. On trouvera rarement des séances comme hier, sauf quand on forme un creux. Voilà. Donc c'est un peu foufou, mais ça traduit deux choses assez inquiétantes.
il faut vous dire que ça montre que le marché est très très peu liquide et ça c'est vraiment vraiment pas très bon signe pour la suite. Je parle de la suite à moyen long terme, hein, pas maintenant. Là encore une fois on est là pour marquer les esprits dans ces vagues-là, c'est tout. Une fois qu'on aura bien marqué l'esprit tendanciel, qu'on aura bien fait comprendre que c'est fini et qu'on va probablement aller plus bas derrière, il va falloir probablement remonter, valider des résistances, c'est-à-dire faire des pullbacks. Voilà. Donc ces pullbacks, va savoir s'ils vont se mettre en place ici ou sur le 38%. Bon, normalement, une vague 1, hein, c'est franchement 38%. Donc, c'est dans la globalité, c'est à peu près ça qui se passe en général. Donc, j'ai envie de dire que pour moi, ça peut tout à fait se poursuivre. Le candidat rêvé, c'est toujours le même, puisque là, maintenant, Nvidia, on se rapproche sérieusement des targets. Netflix, on est quand même sur des prix assez bas. On va voir. Amazon commence à enclencher un potentiel baissier assez intéressant. On va en parler aujourd'hui. Pardon pour ça. Apple, toujours pareil, ça efface complètement la séance d'hier, mais le support ne cède toujours pas. Donc moi j'ai repris la même position spéculative, quasiment au même prix, alors un prix légèrement au-dessus, je crois que j'ai 217 cette fois au lieu de 216. Mais ça ne clôture toujours pas sous le support, donc je m'attends encore une fois à voir les mecs nous reprendre Apple à contre-pied encore aujourd'hui. Donc on va voir ce qu'il en est. Est-ce que Apple lâche enfin ou pas? Est-ce que le timing est bon ou pas? Est-ce que Apple franchement aura réussi à survivre à ça? C'est la grande question, c'est-à-dire que là on est dans un marché qui a quand même perdu 12% sur le secteur tech. Apple, non. Voilà, hein, Apple c'est l'invincible, no suicide, ça ne mourra jamais, trop fort. Bravo Apple. Pourtant hier c'est un bearish engulfing, hein. Quand vous avez ça, normalement ça se sent très mauvais pour les jours qui suivent. Mais voilà, comme le marché se reprend ce matin, en tout cas retrace, j'ai comme l'impression que Apple va nous la foutre à l'envers une nouvelle fois. Donc voilà, en tout cas moi Apple je reste... je reste prudent maintenant sur Apple, tant que c'est pas avéré, tout simplement pour deux raisons. D'accord, je vous apprends à faire des choses et ne pas les appliquer moi-même serait d'une stupidité affligeante. C'est ce que beaucoup d'autres font et franchement, moi je préfère éviter de rentrer dans leur jeu stupide. Je vous apprends toujours à faire attention à contrôler vos émotions. Hein, hier, moi clairement, j'ai compris que c'était pas le bon jour pour trader. Donc pourquoi hier j'ai repris quand même Apple? Parce que ça fait partie du scénario. C'est la seule chose que j'ai faite hier. Pourquoi j'en ai repris et que j'en ai repris qu'un tout petit peu? Parce que je sais que je suis sous influence. C'est-à-dire que là maintenant, ça y est. Hier, j'ai eu les boules, les vraies boules, hein, le truc où tu le sens mal, voilà. Prends que des mauvaises décisions quand tu fais ça. Donc hier, c'est stop. J'ai préféré me dire, je touche plus rien. Tant pis, franchement, je l'ai mauvaise, hein, je vais pas le cacher. Donc face à ça, la seule décision à prendre, c'est waouh, on se calme. Donc aujourd'hui, je fais de l'intraday, c'est ce qu'on va faire avec vous. Les scénarios swing, je touche plus rien, je peux plus vendre Wall Street, donc je vends plus. Je peux pas acheter, enfin, je vais pas me racheter, vu le peu de levier qui me reste, je vais tout garder, hein, donc je garde tout. J'ai les boules pour Nvidia, hein, voilà, les moins 10%, je devais les prendre. Amazon, même chose, et tous ces trucs-là, je les ai jartés avant-hier à cause de ce rebond débile. Donc voilà, hein, le principe est là. Ce gros piège d'avant-hier m'a foutu, m'a foutu en rogne, du fait surtout qu'on l'invalide aussi simplement hier, sans cri et gare. Donc voilà, allez, par contre il y a des scénarios qui se passent bien, donc la UDNZD, hein, je passe dessus très rapidement, ça y est, on est sur des gros rebonds sur la UDNZD, les boules prennent vraiment le marché en main, des confirmations très claires se mettent en place, les acheteurs sont en place et ça me plaît. Donc je dirais par là, attendre la formation d'un petit sommet, hein, voilà, vers les zones de précédentes, les zones où il y a du volume, hein, tout simplement. Donc ce qu'il y a, c'est qu'on vient ici, paf, on déclenche les stops, mais ça ne va pas plus loin, il n'y a pas de relais, hein, c'est-à-dire que là, il y a des rachats de positions très massifs. Regardez toujours le positionnement volumique, hein, ici, très important. On le voit, c'est assez rarement, hein, ce build-up qu'on a sur la UDNZD. Donc il y aura quand même une gestion du risque à faire ici, parce que si jamais le marché rejette le range à la baisse et retourne chercher ces zones-là, là ça va devenir un peu plus emmerdant. Donc gestion du risque quand même, c'est-à-dire que je reste à 4 sur 5 et pas 5 sur 5. Voilà. Mais ça viendra, hein, voilà. Je reste persuadé que là, on va dire bonjour au haut de ce biseau là et qu'on va même aller plus loin à terme. Donc j'ai de grosses targets sur ce marché, vraiment grosses, hein, puisqu'une fois qu'on va déborder cette résistance-là, on est sur des résistances pluriannuelles, des niveaux qui, une fois débordés, vont enclencher des afflux de capitaux, en tout cas des repositionnements sur ce marché Forex, si ça se produit. Voilà. Ensuite, donc,
le yen en rebond hier, mais alors bon, enfin franchement, ouais, ok, why? Je veux dire, un cataclysme comme hier, normalement, le yen explose, mais littéralement. Bah non, voilà, donc le yen fait toujours mumus dans son range. On est donc toujours dans la muselière, enfin c'est la muselière, hein, c'est clairement ça, c'est de dire, oh putain bordel, on a de la volatilité partout, mais il faut contrôler les flux de capitaux. Il faut surtout pas que Wall Street tombe trop fort. Hein. Donc la séance d'hier, elle marque un peu les esprits, mais en fait, si on la regarde d'un point de vue objectif, d'accord, par rapport à ce qui avait été fait ici, hein, là, tout simplement, par rapport à cette séance-là, en fait, on aurait dû, hier, tout simplement, clôturer. On aurait dû clôturer là le jour précédent et faire un petit -2 hier. C'est-à-dire que l'un dans l'autre, c'est pas faramineux ce qu'on a fait hier, le -5, parce que c'est simplement qu'on a fait en une journée ce qu'on aurait dû faire dans les 2 jours, sans cette journée à la con avec la mèche basse. Voilà. Bon, sinon, les objectifs sont réalisés. Le Nasdaq passe sous la moyenne 200. Enfin, il était temps. Le S&P, lui aussi, installe des clôtures sous la moyenne 200. Il était temps. Il reste pour moi du potentiel baissier, oui, mais bon, voilà. Hein, c'est plus du tout le moment d'aller prendre des ventes. C'est le meilleur moyen de vous faire scotcher en bas par Wall Street. Donc, on est bien sur les zones target, hein, sur la partie S&P 500. Donc, je suivrai le plan, pas aujourd'hui, hein, parce qu'évidemment, après une clôture en baisse comme ça, j'espère bien qu'on peut essayer de tirer la target 2. Donc je reste encore là, sur mes ventes sur le S&P 500, mes petites ventes, toutes maigres petites ventes, et Nasdaq également. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Les taux en zone euro, bon, voilà, sans commentaire. Je ne comprends toujours pas ces mécaniques de prix. Je vous rappelle qu'en décembre, ici, c'est la fin du QE et que franchement, si on n'est pas au-dessus d'1%, je serais surpris. Donc, je ne comprends toujours pas ce que fait ce marché, la raison de ces pullbacks violents. Je ne vois pas pourquoi on achète autant de Bund alors que l'économie allemande se fait, mais littéralement, péter la tronche. Donc là voilà, il faut faire attention, il y a même des risques systémiques avec Deutsche Bank, donc je ne vois pas pourquoi on achète de la dette allemande. Hein. Mais bon, hein, c'est comme ça, le marché comme d'hab se réfugie là où il y a de la contrepartie, là il y en a très peu en plus là-dessus, donc je ne vois pas l'intérêt, mais c'est pas grave. Hein. Les mouvements de marché en ce moment, je pense que franchement... faut pratiquement plus chercher à comprendre, ça devient du grand n'importe quoi. En tout cas, là, à court terme, moi, ça fait quand même 6 mois que je ne comprends pas du tout les distorsions qui sont induites et surtout la durée de ces tendances dans le temps et de ces distorsions. Mais bon, ça se produit, donc après, au bout d'un moment, je vous rappelle, on ne lutte pas contre le marché, hein, on est obligé d'accepter. Je pars simplement du principe que là, on a quand même fait n'importe quoi très longtemps et que... quand il va falloir payer les pots cassés, ça va pas être chouette. Et je pense que c'est pas tout de suite. Hein. Là, je vous dis, le fait qu'on voit ces baisses complètement déstructurées, ça annonce que quand on va vraiment baisser, je pense l'année prochaine, ça va être costaud et ça va être imprévisible dans le sens où on n'est pas dans une structure de liquidité habituelle. Et on le voit donc par ces gros mouvements piégeux, algorithmiques. C'est clairement de l'algo qui fait ça, hein. C'est du market making. Mais normalement, on ne fait pas de market making dans un marché tendanciel. C'est ça que je veux dire. Le market making, ça se produit dans des ranges, quand on va chercher de la liquidité. Donc, je trouve ça extrêmement dangereux qu'on puisse faire un market making aussi gros, parce que là, on ne parle pas de market maker une action, on parle de market maker des milliards de capitalisation. Et de faire joujou avec ça sur des 3-4% sur des indices, c'est complètement taré. Enfin, j'ai rarement vu ça. Voilà. Surtout, je vous dis, sur des zones techniques qu'on aborde en tendance baissière et qui, normalement, on tergiverse pas sans 7 ans, on prend les stops, point barre. On ne fait pas un piège acheteur pour aller derrière. Voilà. Bref, on verra. On discutera ça dans les prochains jours. Je pense qu'il faut attendre de retrouver un peu de clarté dans ce marché. Donc moi, je m'y mouillerai pas trop, tout simplement parce que déjà d'une, moi premier, j'y comprends pas grand-chose, hein, pour être vraiment honnête, à ces mouvements de marché. Donc on arrive sur des zones techniques, il va y avoir une gestion du risque à faire, d'où la raison pour laquelle, comme j'ai très peu de ventes, je vais surtout pas les sortir maintenant. Mais par contre, je ne revends pas ici, c'est pas possible. On arrive sur des supports, on arrive sur les zones objectifs. Donc Apple, voilà, hein, ça bouge pas. On va voir si ça casse enfin, si ça dégomme, c'est objectif, clôture du gap ici et probablement poursuite derrière. C'est-à-dire que si Wall Street continue sa baisse, ce sera probablement parce que Apple enclenche en vue de ses résultats.
De toute façon, je vous ai donc mis la vidéo. Pour moi, Apple, c'est une grosse bubule et ça a toutes les raisons de déclencher dans les prochaines semaines. J'ai même envie de dire que très probablement, ça va se faire à la release des résultats. Ah tiens, ça parle de Xiaomi dans les news. Tiens, c'est intéressant. On va aller voir ça. Je regarde ça juste comme ça, hein, mais... Alors, Xiaomi really wants to shed its down market image. Footprint, the Chinese maker, the mix. Oh, génial. Ok. Front facing camera, sliding structure. Ça y est, eux aussi font ça, c'est Xiaomi. Ah putain, je suis pas sûr, je suis surpris, enfin je suis surpris et pas surpris de voir ça. Bon, on prend 2 minutes, je vais regarder ça. Mixed story. Ah voilà, ils le font. Putain, voilà. Bon, j'en étais sûr. Donc après, vous voyez, c'est ça. Moi, c'est ça que je trouve, c'est le génie de Xiaomi. Hein. Donc le truc, c'est que ça, là, pour ceux qui suivent un peu. Bon, je déteste, hein, on va pas faire de la pub, hein, mais voilà, c'est juste de dire. Voilà, ils ont fait exactement ce qui existait sur donc, le Oppo Find X, qui est un autre téléphone chinois absolument innovant. Encore une fois, les innovations que ne font pas Apple. Hein. Donc voilà, téléphone bezel-less, c'est-à-dire aucun bezel, front de caméra comme ça en sliding, ce qui est donc la nouvelle mode, la nouvelle invention en Chine, qui est évidemment bien plus intelligente que de foutre un sale biseau en haut de vos écrans. Donc voilà, il y a l'innovation d'Apple, Face ID qui merde comme c'est pas permis et qui à part animer des smileys ne sert à rien du tout. Voilà, j'ai envie de dire, l'innovation c'était ça, c'était de dire ah oui, on sait pas comment faire la caméra, et on va juste refaire un bon vieux sliding comme à l'ancienne, mais juste pour la caméra, et ça marche très bien évidemment. Qui a eu cette idée? Les Shintok, et évidemment bravo. Donc je sais pas combien ils vendent ça, encore une fois, mais comme c'est Xiaomi, je pense que c'est pas cher. J'ai pas de prix encore pour l'instant. Ah, il est officialisé, voilà, mais il n'est pas encore vendu, je pense. Voilà. Bon, de toute façon, moi je pense que c'est clair et net. Hein. Apple n'a aucune chance de lutter contre ses concurrents, tout simplement parce que c'est mieux et c'est moins cher. Donc au bout d'un moment, j'ai envie de dire, si on impose la tyrannie du prix dans ce monde, ce qui est le cas, hein, c'est de dire, voilà, aujourd'hui l'esclavage moderne, c'est la tyrannie du prix, c'est-à-dire que comme vos salaires ne montent pas, mais que le coût de la vie augmente, vous êtes précarisé, vous êtes obligé de travailler encore plus pour avoir toujours un niveau de vie assez faible, mais au moins vous pouvez avoir un smartphone pour vous abrutir et une télé pour vous endormir. Voilà le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Hein. Encore une fois, la richesse est très très mal répartie. Hein. Moi, ça me fait halluciner le nombre de gens aujourd'hui qui sont dans la merde, mais vraiment dans la merde financière, qui m'appellent pour une raison X ou Y, besoin d'un peu d'argent pour finir le mois et compagnie. Voilà, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. On est au sommet du cycle économique. C'est là où on est supposé avoir la plus grande masse de richesse. Et putain, il y a des gens qui galèrent en travaillant, bordel. C'est une honte. Je trouve ça fou. Voilà, donc c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et la prochaine crise, malheureusement, risque d'aggraver encore ces choses-là. Bon, allez, on va sortir des scénarios assez noirs. On va revenir à notre objectif aujourd'hui, intraday. On regarde donc juste Forex Rapidos. L'eurodoll, ça doit pas trop faire de boulot. Mais, voilà, ça m'intéresse. Donc j'aimerais bien que l'eurodoll, quand même, aille un peu plus loin et surtout valide ces putains de breakout. Parce que il n'y a pas de raison, hein, encore une fois, mais on va voir. Donc structure de prix divergente, et j'aimerais bien que ça remonte, et si ça remonte pas, malheureusement ce sera effectivement un breakout, c'est-à-dire que l'eurodoll, il faudra voir à la cassure de ce support. Dans ce cas-là, moi ce sera sorti, je pense quand même, et je jouerai probablement le breakout pour aller essayer de jouer la target, c'est-à-dire le bas de ce biseau, et cet ancien support, la zone des 61,8, enfin voilà, ce cluster ici, il y aura probablement ici une accélération assez brutale. Maintenant, est-ce que ce break va se mettre en place? Est-ce que c'est encore un autre piège du marché? Je sais pas trop. Voilà. Moi, honnêtement, là, en ce moment, trading sur breakout, je me dis, ça sent l'enfume. À chaque fois que je le tente, je me fais des montes. Hein. Apple, l'autre jour, ça a été quand même magistral, le gros fuck-off qu'ils m'ont mis dans la gueule.
Voilà, donc je dirais faire attention quand même aujourd'hui sur les trading de breakout dans les prochains jours et les prochaines heures, parce que ça sent quand même le soufre dans ce contexte de marché un peu algorithmisé. Donc faites gaffe. Moi, premier, je ne sais pas si je vais le prendre en fait, ce trade. Je vous en parle, mais non, je ne sais pas. Voilà. Je vais probablement juste sortir de l'eurodoll en attendant de nouvelles informations. Mais j'ai pas voilà. Risque de tendance baissière, donc je ne vais pas non plus rester acheteur, je ne suis pas débile. Mais dans l'incertitude, je prendrai en tout cas une perte, ça c'est sûr, spéculative encore. De toute façon, je commence à avoir l'habitude cette année. J'ai jamais fait autant de ratés spéculatifs en une année. Et pourtant, ça reste une bonne année. Alors ça me fait chier parce que vous voyez, les gains d'hier, franchement, c'est le truc qui m'aurait fait sauter le compte de 20%. Et c'est ce que j'attendais. C'était pour ça que je prenais du risque ces derniers mois. Et putain, ça me fait chier parce que la phase finale s'en va. Bon, c'est-à-dire que hier aurait dû être une séance complètement magique pour le compte et elle a été médiocre. Enfin, pas médiocre, putain, c'est encore une bonne journée. Ça reste une très très bonne journée hier sur le compte. Mais le problème, c'est que, évidemment, comme tout le monde, j'ai des émotions. Et là, je suis un peu dégoûté en fait de l'énorme raté de ces 2 derniers jours, parce que tout simplement ce qui se passe hier, c'était mon dû, entre guillemets, c'était la récompense de mon dur travail de ces derniers mois, et malheureusement, quand tu t'es tapé tout le merdier pendant 6 mois à supporter les critiques des suiveurs de tendance et compagnie, quand ça arrive enfin, que tu es là, que tu vas péter leur stop, et qu'en plus de ça, tu vas prendre de gros gains, et putain, juste le jour avant, tu t'es mis à douter et à réduire la taille de tes positions. Alors après, encore une fois, je suis toujours vendeur des US, les moins 5 hier, ils sont sur le compte, il n'y a pas de souci, ils sont bien arrivés. Il y a d'autres scénarios qui se passent très très bien. Hier est une très bonne journée, mais beaucoup moins bonne que ce qu'elle aurait dû être. Voilà, c'est surtout ça. Plus un peu les boulasses de m'être fait niquer allègrement. Donc voilà, alors dernier truc, voilà, General Electric, je vois -4, donc ça, on va s'en occuper. Ok, super, donc -4, mais pas d'avalement baissier, ça c'est très intéressant. Donc General Electric, pour ceux qui en ont pas, je pense qu'aujourd'hui ça peut être intéressant, avec un stop sous le bottom, voilà. Mais là, j'ai envie de dire, c'est un peu le cadeau, quoi. C'est le dernier petit cadeau qui peut être offert. Peut-être, sinon, espérer un peu plus bas. Un tout petit peu, là, voilà, peut-être revenir tester cette zone-là, des 11, sous les 12, là. Essayez de voir ça, si aujourd'hui ça peut essayer d'éventuellement de se mettre en place. Moi, je ne vais pas renforcer mon General Electric, mais j'aimerais bien voir effectivement donc, le marché, comment on va se projeter sur le prochain cycle acheteur, c'est-à-dire le dead cat bounce, enfin pas le dead cat bounce, mais la remontée en 2 vagues, la consolidation. Normalement, le marché doit acheter de l'value stock. Là, c'est clair. On doit voir la rotation se mettre en place. C'est-à-dire que le marché, au lieu de racheter ces conneries de gros stock, même si elles ont été survendues, il faut normalement racheter du value stock. Normalement, on devrait voir là un vrai beau cycle acheteur qui profite énormément à General Electric. Donc on va voir ça, je vais suivre ça dans les prochains jours. Mais normalement, un truc comme ça doit prendre une valeur de dingue, parce que ça doit être recherché. Voilà. Donc on va essayer de voir ça, à surveiller. Allez, intraday. Donc on change complètement de contexte. Premier truc à faire quand vous faites de l'intraday, on va voir les catalyseurs de la journée. On les met tous, même les petits. Alors, il faut savoir tout ce qui se passe, à quelle heure. Sur le marché que vous tradez. Donc là, on va préparer la session américaine, vu l'heure qu'il est, on va plus faire de la zone euro. Il nous reste quoi? Ah oui, putain, c'est la BC aujourd'hui, mon Dieu. Pour faire de l'intraday, ça va être funky. Bon, honnêtement, c'est très compliqué et c'est le pire jour pour faire de l'intraday. À la limite, ce que je vous propose, c'est de revenir sur la séance de ce matin, voir les trades intraday qui auraient pu être possibles en application de la stratégie. Parce que là, cet après-midi, il y a trop de catalyseurs, faut pas faire d'intraday. Je préfère être honnête. Là, fallait se positionner ce matin en intraday, gérer ses stops et laisser cet après-midi. Mais là, ça va être funky aujourd'hui. Ça va être funky. Donc, allez, on va voir du coup zone euro. On va essayer de voir le DAX si on pouvait trouver le bottom ce matin sur les marchés. Alors en 2 heures, non, on va faire 15 minutes, 2 minutes pour de l'intraday. Toujours l'application de la stratégie, c'est-à-dire que là, l'objectif, c'est donc de dire, on va prendre un contexte 15 minutes et on va trader en 2 minutes. Donc, on va faire les deux l'un à côté. Oui, allez, comme ça, c'est plus pratique. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont tendance à faire ça, donc on va faire ça. Allez, viens là. Hop. DAX 2 minutes. Ok. Hop. Voilà. Bon, il n'y a pas besoin d'y aller par 150 chemins. Pour moi, le signal, il est clair, il est donné, il est gratos. C'est facile, il n'y a pas à se tortiller du cul. Allez, on applique la stratégie, d'accord?
Sur le contexte, take profit, ça veut dire que vous tradez à chaque fois qu'on arrive sur des zones support et vous essayez donc de jouer les prises de profit, c'est-à-dire des rebonds vers les résistances. Dans un premier temps, on ne joue pas des cassures de résistance. Donc, dans l'application bête et méchante de la stratégie, il y a un TP à faire ici, maintenant, tout de suite, parce qu'il y a une résistance. Et la prochaine, c'est là. D'accord, donc voilà les objectifs normalement de ce trading. C'est-à-dire que là, normalement, vous êtes en train de récolter le fruit de votre travail du matin, qui est donc un achat tout ici, tout en bas, et qui vous rapporte 157 points de DAX gratos, finger in the nose. Absolument aucun souci en cours de route. Ici, un petit TP partiel, voilà quand même, petit TP partiel, et ici rachat pour ceux qui veulent. Mais donc voilà, normalement, hop, ici, on arrive sur le niveau, on n'arrive pas sur le niveau, mais voilà, normalement, vous réalisez votre TP partiel ici ce matin, là, vous arrivez sur la zone TP2, et normalement, votre trade est terminé. Si vous voulez en garder un peu, vous pouvez, mais là, normalement, pour moi, c'est fin du monde. Enfin, fin du monde, c'est fin du trade. 50% qui devait être pris ici, à 11 211 en gestion du risque sous la première résistance, le débordement, ici on arrive sous la majeure, vous sortez. Voilà ce que le marché me dit ce matin, me susurre à l'oreille. Voilà, donc on revient sur le support majeur des 11 233 ce matin sur notre pote LDAXO. Donc voilà, le trade facile. Hein. Donc vous savez, l'application de la stratégie, elle est toute simple, c'est de vous dire, on regarde quelle est la dernière pattern et dans quel type de cycle on est. Donc là, tu es dans un cycle acheteur de type TP, donc c'est pas celui où il faut mettre des leviers de dingo, hein, c'est que des prises de profit qu'on joue. Et évidemment, donc l'objectif est de trouver un signal acheteur dans ce marché. Donc là, vous voyez, ce matin, ça arrive là, c'est ça, ce matin, donc ça ouvre ici, paf, ça ouvre en hausse direct immédiatement. Ça repousse un peu, c'est bear, double bear, mais non confirmé, vous n'avez pas de triangle rouge, d'accord? Donc à ce moment-là, vous êtes obligé d'attendre, il n'y a pas tous les signaux. Là, ce qu'il vous fallait, c'était attendre un triangle rouge et sinon déclencher en cassure du triangle rouge. Donc ok, ce qu'on va faire? On va faire mieux que ça. Voilà, on va faire du replay. Donc, market replay de ce matin. Vous savez que vous devez acheter, d'accord? Donc ça c'est l'étape 1, vous savez que vous devez acheter. L'étape 2 c'est le cadre technique, il faut être dans les canaux, il faut être sur les canaux, si possible proche du canal majeur, là, ici. Voilà, on utilise ces indicateurs là, je sais que vous ne les avez pas encore, je ne sais pas encore si faut que je vous les publie quand même, mais j'essaie toujours de savoir si je vous les publie sous forme sine wave ou sous forme d'un indicateur isolé en plus. Donc je sais pas encore, voilà. Mais ça viendra. Bon bref, de toute façon, sinon vous tracez vos canaux et puis voilà, hein, là il n'y a pas besoin de se tortiller les fesses, on va le faire à l'ancien système, comme ça on le fait selon ce que vous pouvez utiliser. Voilà, donc là il faut être au moins sous la médiane du canal, tout va bien. Hop, et on avance dans le temps. Hop. Donc, ok, ça ouvre, vous n'avez pas d'informations, hein, vous êtes sous des cycles bullish et sous le canal, donc là il est effectivement, voilà, on réintègre le canal, on peut commencer à travailler. Un nouveau cycle bear, ok. Est-il confirmé au momentum? Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met à jour son canal. Et on continue. Ok, on sort du canal, c'est pas mal. Hop là, pof, pause. Double signal d'achat en sortie du canal. Alors, est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on prend pas? Moi j'ai tendance à dire oui parce que c'est un exit. Ça aurait été juste un TP ici, j'aurais pas pris. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un TP vaut mieux attendre le bas de canal. Et dans ce cas-là, il aurait mieux fallu attendre une nouvelle poussée baissière du DAX. Là, que dalle. Ok, il n'y a pas de souci. On est bien venu chercher des zones de prix attractives. C'est exit. Moi, ça me paraît pas dégueu. C'est confirmé au momentum. Donc là, effectivement, premier achat ici. Bam, on achète. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des lignes, hein, c'est quand même mieux. Donc voilà, hop, achat au marché avec un stop sous le support. Là, normalement, le mieux, c'est quand même de vous mettre un stop là. Moi, je mettrai plus bas. C'est-à-dire, moi, en général, ce que je fais, c'est que je me protège sous ces canaux-là. Hein. C'est-à-dire que là, votre canal, il est ici. Ok, hop, on est bien d'accord. Mettrai un stop. Moi, en général, je double la taille du range pour être certain. C'est-à-dire que, vous voyez, je prends ça. Ok, ce range qui est bien visible jusqu'au bottom, je me dis hop, double et je le mets un peu dessous. Ce qui fait que là ce matin, ça aurait été un truc comme ça. Ok,
Trade intraday, encore une fois, l'objectif, c'est pas de mettre des stops tout proches pour laisser le marché venir les chercher. Hein. Donc là, en plus, c'est un exit. Normalement, vous êtes tranquille. Donc moi, je mettrai un stop ici. Hop, et donc évidemment, notre TP qui est là-haut. C'est la limite. C'est l'endroit où vous limitez le marché. D'accord. Donc là, ça, on va le garder, mais hop. Donc on a dit ici, c'est là où vous mettez votre limite. Donc ça fait 1 pour 1 de ratio. Pour un trade intraday, c'est généralement ce qu'on essaie de faire. Ok. Hop. Qu'est-ce qu'on avait dit, c'est la fin, donc c'est TP3. Voilà, target max. Voilà, donc vous risquez à peu près 1 pour 1. Et à ce truc-là, ici, c'est votre target max. C'est-à-dire que là, vous mettez déjà une limite sur ce trading et on attend de voir. Hein, d'accord. Comme le stop est assez cher, on ne met pas de levier. Et comme je vous dis, comme on trade un TP, ce matin, ce n'était pas le trade à mettre avec beaucoup de conviction. Hop, le marché va un petit peu plus bas et ça passe. Ok, alors pardon, il faut avancer hein, encore et toujours. Donc là, nos cycles acheteurs se sont bien mis en place. Donc canal achetant, canal haussier, pardon. Hop, on sort du canal, donc c'est plutôt bon signe. Le trade est validé. À ce stade-là, vous pouvez foutre votre stop ici. Hein, la sortie du canal, ça vous montre. Ouais, en fait, la sortie du canal, c'est pour ça que cet indicateur, je l'aime bien. Je me suis fait chier pour cette formule, si vous saviez. C'est un truc de fou. Donc là, on sort de ce canal-là. Hop, tout de suite, lui, Stalgo, il détecte qu'on est en train de prendre une ascendance. Donc, il vous construit un canal haussier. Lui, en fait, il fait le boulot que je vous fais là de façon semi-automatique. Enfin, de façon automatisée. Évidemment, ce sera moins précis que le canal. Donc, si vous avez le temps de le faire à la main, c'est toujours mieux que d'utiliser un algo, mais l'algo fait quand même bien le boulot. Hein, et vous allez voir que normalement les zones sont conjointes. Hop, pardon. Qu'est-ce qu'on a ici? Double signal de take profit, donc TP 50%. Hop, ici, on met, ou vous mettez le stop à break-even, c'est comme vous voulez. Ou stop gain, hein, vous la jouez comme vous voulez, mais ici il y a une gestion du risque à faire. Bon, moi honnêtement, quand j'ai pris un tout petit trade comme ça le matin, c'est-à-dire une petite position, c'est-à-dire une position sans trop de levier face au risque qu'on avait, hein, que c'était juste un TP, que ça pouvait aller plus bas, tout ça, comme la taille de position est petite, moi en général, ce que je fais ici, c'est que je mets un stop gain et je laisse la position en entier. Tout simplement parce que c'est un peu con. Ou stop BE, voilà, vous vous protégez dans le bas de canal et vous dites si le marché vient en bas de canal, au pire je reprendrai un trade s'il y a un signal acheteur et sinon là je fais rien. Hop, double signal acheteur. Bon, c'est cool, voilà, pas trop de soucis, mais il est faible et on est dans un cycle vendeur. Donc on évite quand même de faire ce genre de truc. On laisse les vendeurs faire mumuse et hop, on attaque, c'est pas mal. Là, ça va passer et on va donc normalement aller chercher la target. Allez, viens ma petite. Voilà, pof, objectif, trade réussi, trade terminé. Et bravo, vous avez pris un joli gain de 147 pips sur le DAX. Donc après, en fonction du levier que vous avez mis, c'est-à-dire qu'ici, sur un trade intraday, moi honnêtement, si vous mettez plus d'un levier 1 sur un trade comme ça, vous et moi, on a un problème. Je comprends que certains utilisent le levier sur le trading intraday, aucun problème, je suis compatible avec ça. Par contre, quand on est dans un cycle TP, normalement, vous prenez votre levier habituel, vous le coupez en deux. Donc, moi, je dirais maxi un levier 2 sur le DAX en intraday, surtout parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de volates. Donc là, ce matin, vous auriez fait votre trading intraday, un seul trade, hein, il n'y a pas besoin d'en faire 50, encore une fois, hein. Moi je ne suis pas en faveur de ces trucs-là. Vous auriez pris normalement donc 1,40 sur le compte net, sans bavure, avec un risque d'approximativement 1%. Voilà. Donc propre, sans bavure, et encore une fois, moi j'aime pas les stratégies qui ont beaucoup de sous-entendus. Il y en a énormément des gens qui vous apprennent des stratégies comme ça, où il y a beaucoup d'appréciation personnelle. Là, il n'y a aucune appréciation personnelle, il suffit d'appliquer stupidement la stratégie que je vous annonce. Voilà, c'est TP, donc dans un contexte TP, qu'est-ce qu'on fait? On achète, mais avec un faible levier, et on achète sur support, c'est important. On achète bien sur un prix de support et pas n'importe où dans un TP. Donc TP, et on ne vise pas plus loin que les premières résistances. Voilà, vous avez votre contexte. Après, on vient faire ce trading en déclenchement sur l'UT inférieur. On attend son signal, on prend son trade, on gère son risque. Et quand ça valide, on remonte les stops, point barre. Voilà. C'est pas compliqué. Et enfin, quand ça valide, on gère son risque et on attend et on regarde et on surveille les signaux. Ici, en plus, regardez, c'était un signal faible avec un TP. Ça voulait dire vraiment, si vous êtes chaud, vous prenez un TP 50%. Mais là, ici, il n'y a pas vraiment un gros risque que le marché se reverse.
Voilà. Bref, c'est terminao. Donc ça, c'est un trade qui se fait en sortie sur target, c'est-à-dire l'objectif du trade est atteint et il n'y a pas eu de risque qui s'est mis en place entre-temps. Maintenant, là, honnêtement, Daxu, si vous en avez encore, moi, vous faites ce que vous voulez, mais ici, il faut avoir un petit reliquat acheteur, éventuellement pour ceux qui sont ultra chauds, mais il ne faudra certainement pas viser plus que ça. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, et je vais prendre vos questions. Alors, questions. Alors, sur les cryptos, mais j'aimerais prendre un petit bag de Xiaomi. Non, pas maintenant, pourquoi pas, hein, parce que quand même, alors on va regarder Xiaomi, mais honnêtement, Xiaomi, quand même, Xiaomi 1810, j'adore. Alors, attends. C'est quand même, je trouve ce ticker absolument magique, quoi. 1810. Xiaomi. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont fait, nos petits Xiaomi? Ouf, oui. Oui, c'est quand même fou, hein. Comme quoi je vous apprends quand même à attendre. Donc là, on est bien, on est sur des trucs très intéressants, hein. C'est-à-dire qu'encore une fois, vous voyez bien le paradigme du marché, hein. Xiaomi qui grappille des parts de marché à pas en pouvoir. Je veux dire, il y a 3 ans, Xiaomi, ça n'existait pas. Aujourd'hui, c'est limite en train de doubler Apple. Pourtant, voilà, Xiaomi, ça vaut 12 dollars hongkongais. Donc, c'est pas l'équivalent d'un dollar, hein, mais c'est quand même fou. C'est quand même complètement fou, sachant que la quantité d'actions en circulation est clairement incomparable. Donc, c'est fou. Hein, moi, ça ne tient que de la folie. Hein, il n'y a que la folie boursière qui est capable de faire un truc pareil, qui est donc de dire... dis donc, tu vois cette entreprise qui fait des profits et qui a un profil pour en continuer d'en faire beaucoup plus dans le futur et grappiller toutes les parts de marché, celle-là, on la vend. Et par contre, qu'est-ce que tu achètes? La grosse merde qui va perdre ses parts de marché dans les prochaines années. Donc, encore une fois, moi, c'est des logiques qui me dépassent. Mais qui me dépassent complètement. Hein, mais je ne comprends pas ces logiques de marché. Elles sont purement et simplement folles. Hop, voilà. Donc, on y est. On est sur la zone où ça a perdu la hausse ici. Donc, je pense qu'on est dans un bas de range. D'accord? Que ça, pour moi, c'est un breakout de range. Je ne vois pas cette action étant réellement baissière. Donc, depuis son introduction, je dirais que Xiaomi est en train de travailler des zones support assez intéressantes. Et le signal acheteur d'hier est beau. Donc, Xiaomi, ok. Moi, je dis feu vert. Signal sur le momentum. Évidemment, il n'y a rien encore assez au niveau des cycles. On va voir en 2 heures si on a quand même un petit quelque chose. Bon, faudra garder un stop assez large, c'est-à-dire que ça peut remettre une vague de baisse pour aller chercher un TP, mais pour moi la structure est quand même pas mal. Voilà. Et le signal d'hier est quand même très propre. Ça manque de confirmation, j'ai envie de dire quand même en 2 heures. Donc peut-être un peu de patience, peut-être encore un peu de patience sur Xiaomi, mais franchement, voilà, pour moi il y a un signal d'achat clair et net, et je vous le dis, je ne sais même pas si IG me le propose en fait. J'ai même pas regardé, mais je crois pas. Ah putain, non, voilà. Ah si. Oh putain, trop bien. Ah ouais, attends, je vais vérifier qu'il propose des prix quand même. Ah, super. Bon, voilà. Allez, Xiaomi, je vais m'en foutre en portefeuille. Ça, c'est clair et net. Je vais m'en mettre à une petite dose. Pareil, pas un investissement de taré, un peu comme des bitcoins et compagnie, on va dire entre 5 et 10 000 euros maximum d'exposition globale sur ce marché-là. Mais c'est très intéressant. Hein. Ça, on vise du 12 à horizon plusieurs années. Alors, comme on est dans un range, on gère son risque à la médiane, c'est-à-dire 16, 20 et 16,60, il faudra prendre un parti de profit. Ça fait quand même un bon petit 30%, c'est pas dégueulasse. Si on met 5 000 euros, ça fait quand même un petit 3 000 euros de gain, un petit 2 000 euros de gain, c'est pas dégueu. Si on peut viser la partie haute ici, alors moi honnêtement, hein, ça va être simple. Xiaomi, je vais y aller simple. Ici, je pense que je vais gérer mon risque, c'est clair. Je vais prendre quoi? Allez, un tiers de la position, je vais payer mon stop, un stop par là, et le reste, je le garde pour 5 ans. Voilà. Et Xiaomi, je compte bien plus que 20 dollars. Je pense que cette action-là, elle a un potentiel de finir a priori à peu près à 100 dollars. À la fin du prochain cycle, hein. Donc les acheter à 12 dollars, ça fait un bon x10 et c'est pas dégueu non
plus. Donc voilà, Xiaomi, je vais en prendre, c'est clair. Peut-être pas tout de suite, je vous dis, j'attendrai peut-être un signal en 2 heures pour être confirmé, ou en tout cas la cassure du signal vendeur précédent. Mais Xiaomi, je vais m'en mettre plein la panse. Alors, pas plein la panse, parce que sinon, encore une fois, vous allez mal interpréter mes mots. Mais Xiaomi, je m'en mettrai donc en portefeuille dans les prochains jours, très certainement. Et j'avoue, je n'ai même pas fait gaffe, je n'ai même pas cherché à voir si elle était proposée encore pour l'instant. Et je suis très heureux de voir que mon courtier me la propose. Autre question. Alors, ça fait quelques vidéos où tu parles pas du WTI, parce que c'est n'importe quoi. Hein. Il ne faut pas l'acheter, tout comme tu as envie de l'acheter, hein, voilà, moi aussi, parce que je trouve le mouvement excessif, et que je me dis, mouvement excessif égale opportunité d'un trading en contre-pied. C'est ce que j'avais fait à l'époque sur le gold, regarde ce que ça m'a coûté. Donc voilà, moi je fais pas joujou. WTI, je sens l'encule, tout comme on s'est fait enculer sur le gold pendant des mois. Donc je n'y vais pas parce que je le sens mal. Je l'ai pris à la baisse sur la zone où je le voyais baissier. J'ai bien pris ces trades, 2 breakouts qui ont super bien marché. Mais je ne veux pas me mettre face à ce truc-là parce que ça pue la merde. Voilà. Et Boris qui nous dit ouais voilà il est mal sur le brut et ça m'étonne pas, voilà, là il faut faire très très attention, c'est un peu n'importe quoi. Je pense tout simplement qu'il faut attendre que ça se stabilise. Si on s'appuie sur les targets concernant l'Ether, ok, il y a un x9 à faire, bien évidemment. Pourquoi n'as-tu pas plus renforcé l'éthériage? Parce que c'est ce que j'ai fait. Sur quel truc je prends du trade spéculatif? Ethereum et pas Bitcoin. Quel est le montant que j'ai investi? 7 000 euros sur l'Ethereum, 5 000 euros sur le Bitcoin. Hein, donc oui, j'ai mis plus d'argent sur l'Ethereum. Sur l'Ethereum, il y a 7 000 face à 5 000 sur BTC. Merde. Et en plus, j'ai un trade spéculatif. Donc clairement, il n'y a pas de souci. Pour moi, l'Ethereum est largement surpondéré dans le est largement plus fort que BTC dans mon exposition de capital. Alors, comme dans chaque crack, nous allons certainement avoir un retracement vers 61,8. Peux-tu nous montrer comment déterminer le début de la vague de retracement sur le S&P 500? Il faut attendre qu'on se redirige vers des résistances ou qu'on vienne chercher des supports. Pour moi, le S&P, il a fait son job. Il est dans sa zone où il n'y a plus de raison d'aller plus bas. Le problème, c'est que le Nasdaq, lui, il a des raisons d'aller plus bas. Et on va voir si maintenant que ça crise un peu, est-ce que le Nasdaq continue sa chute ou est-ce que, au contraire, tout va bien dans le meilleur des mondes et tous les indices se mettent à rebondir. Donc je sais pas, cet après-midi ça va être intéressant, hein. En plus de toute façon il y a tout ce qu'il faut pour faire chanceler les marchés, la BCE, des statistiques américaines, donc c'est la journée parfaite pour un cataclysme. Voilà, bref. Tesla remonte à partir de quel niveau? Je ne shorte plus Tesla. Tesla, le scénario était fini, les gars. Je vous rappelle que Tesla, pour moi, c'est une action qui va s'en prendre plein la gueule, mais elle s'en est pris plein la gueule, et à partir de là, je ne cherche pas à faire des miracles. Je n'ai pas envie de reshorter Tesla pour l'instant. Pour moi, le trade, c'était de dire, ici, Elon Musk est parti en vrille, il fait ses conneries, il fait ce qu'il veut. J'ai fait donc du coup un TP1 là et un TP2, je ne sais plus où, là. TP1 là, TP1 ici, TP2 là. Malheureusement, j'ai pas réussi à tirer jusqu'au bas de range à chaque fois parce que c'était complètement foufou. Vous voyez, un là, bam, hop, ça remonte. Effectivement, il y avait obligé de prendre un TP ici. Et puis là, il y avait, oui, voilà, c'était là, l'autre trade. Le coup du... ici, voilà. Le coup de cette séance complètement faux-folle, ce gros n'importe quoi où on fait moins 15, plus 15 le lendemain avec un gap, là, le bébé abandonné. Bon, enfin voilà, face à un truc comme ça, moi j'avais préféré prendre les bénéfices plutôt que de continuer la stratégie jusqu'à la target. Le scénario s'est déroulé quand même. On est venu chercher le support, ça rebondit. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Moi, simplement, j'attends de voir éventuellement par là. Sur les dernières résistances, on va probablement, comme tu connais la volatilité de cette action, essayer de franchir. Moi, je dirais, on peut essayer de revenir dire bonjour au gap là. C'est-à-dire, hop, tu vois, on revient là, ou là, on continue dans cette fusée-là, on clôture le gap, on vient dire bonjour au canal baissier. Et là, je pense, si tu veux vendre, pourquoi pas. Mais c'est hautement risqué, ce qui fait que là, si tu vends là, ok, je te dis ce qui est faisable, je ne te dis pas ce que moi je vais faire. Je dirais, clôture du gap, quand même, parce que c'est un deuxième gap dans un range, celui-là, on risque de le clôturer. Donc je dirais tenter une vente, en tout cas par là. Voilà, allez, on va dire, j'ai appliqué la stratégie, on va dire une zone. Donc une zone dans laquelle tu iras chercher des signaux, hein. Bien entendu, là on ne s'amuse pas à faire joujou là-dedans, n'importe comment. Donc je dirais dans cette zone-là, tu cherches un signal vendeur, cette grosse zone, avec une zone à breaker au milieu. Donc tu notes qu'ici, si les prix viennent chercher ça, tu attends que le break soit terminé. Donc tu as une zone à breaker ici.
une zone sans volume. Voilà. Donc c'est en gros, soit tu viens là, tu shorts jusque là, si tu vois les prix qui arrivent à passer ça, tu attends dans ce cas-là la zone de volume qui se trouve ici. D'accord ? Pour moi, ça donne 2 prix hein, à visiter au volume profile. C'est vraiment soit ça, soit celui-là. Je vais y arriver. Voilà. Si tu passes la zone rouge, si tu passes la zone noire, tu attends dans ce cas-là que le marché vienne tester la zone rouge et tu attends qu'un signal après le test de la zone rouge et là tu peux repasser vendeur. La validation se fera du coup en sortie de ce truc-là et dès que tu réatteins la précédente zone de volume. Ok, donc voilà pour moi la stratégie, c'est vraiment ça. Hop, ici, un signal de vente à chercher. Putain, on va y arriver. Voilà, donc un signal de vente à chercher là-dedans. Hop, et tu viseras donc avec un stop au-dessus du range. Il est interdit formellement de se laisser déborder par les acheteurs. D'accord, donc tu as un stop si on vient chercher le haut de range. Tu as une validation si on vient chercher le bas de range. C'est-à-dire ici, soit tu fais des TP partiels, soit tu abaisses tes stops, mais ici tu gères ton risque et tu viseras effectivement en 2 temps le repli vers les précédents supports. Tu auras une target 1 ici. Donc tu vois, le schéma est quand même assez net. Hein. Ça fait TP1, TP2 en report du range. C'est-à-dire que tu ne vises pas plus loin que 120, on va dire. Moi je dirais 120, voilà, qui me semble quand même un prix attractif. Tout simplement, tu vises le report de ce range au sud au maximum et tu prendras un TP partiel vers la zone des 190 à proximité et à l'approche du précédent support. Voilà comment tu peux gérer un trade sur ce truc-là. Donc la patience, tu n'es pas dans un cadre qui est intéressant. Alors, feras-tu de l'intraday sur les cryptos aussi? Absolument jamais. Comment veux-tu faire ça maintenant? Voilà, c'est pas possible. Et puis pour moi, avant, c'était encore plus dangereux à faire en intraday, parce qu'on était dans un marché de flux à imbécile, dans un crack. Je faisais clairement pas d'intraday dans ces contextes-là. Pour moi, c'est pas compliqué. L'intraday, ça va être toujours 2 contextes à favoriser. Tout ce qui va être marché catalysé, on ne fait pas d'intraday là-dedans, c'est pas possible. Tout ce qui va être marché en bulle, pareil, on ne fait pas d'intraday là-dedans. Marché en crack non plus. On fait de l'intraday en range ou en tendance. Le mieux, c'est la tendance. C'est le plus facile à faire en intraday. Mais très souvent, 99% du temps, enfin 90%, 95% du temps, vous allez être dans des ranges. Et dans des ranges, la stratégie, elle est très simple. C'est la putain de stratégie de range. Hein. C'est vraiment pas compliqué. Donc là, ce matin, ce qu'on a fait, c'est un trade fin de tendance, donc un trade contrarien, où on recherche des prises de profit, hein, et donc effectivement, on a appliqué une stratégie compatible avec ça. Quand vous allez être dans un range, comment on fait? Tout simple, encore une fois, vous foutez vos ratios Fibo, vous ne tradez pas tant que vous n'êtes pas aux bornes. Et si vous vous amusez à trader dans la zone neuneu, encore une fois, vous et moi, on ne sera pas potes. Hein, et je sais que vous aurez envie, parce que c'est dans la zone neuneu que vous allez voir le plus de signaux. Mais si vous tradez les signaux, encore une fois, sans regarder ce putain de contexte, ça ne fonctionnera jamais. C'est l'erreur que vous faites tous. Hein, à chaque fois qu'il y en a un qui vient me dire « Ah, Phil, j'ai pris une perte, là, est-ce que tu peux m'expliquer? Je ne comprends pas. » 80% du temps, je vous réponds la même chose. Et ton contexte? Pourquoi tu as fait ça? T'étais pas dans le contexte, pas du tout. Le contexte, il était que tu devais faire des achats et tu te mets à faire des achats, puis des ventes, puis des achats, puis des ventes. Non, tu prends que des achats, c'est tout. Si ton contexte, il te dit d'acheter, tu achètes. Tu dois, à la fin de l'étape contexte, tu dois savoir ce que tu dois faire et dans quelle zone de prix et viser quelle zone. Voilà, quelle zone au max. Et c'est ça en fait, le contexte, il sert à ça, à placer votre trade dans un horizon de temps supérieur. Ensuite, vous allez chercher le signal et vous le tradez, et vous tradez tous les signaux. Les signaux opposés servent à gérer le risque, mais absolument pas à trader dans le sens opposé. Voilà. Ça, il faut faire très attention à ça. Et n'oubliez pas le cadre technique aussi. Ça, c'est un peu moins souvent comme erreur. En général, vous faites quand même bien le travail à ce niveau-là. Mais l'erreur du contexte, c'est quand même assez faramineux, alors que c'est pas compliqué, nom de Dieu. Il suffit d'aller voir le dernier signal. Ça vous donne le contexte. Vous vérifiez bien que ça correspond au prix, parce que des fois, quand même, Sine Wave n'est pas un indicateur parfait. Mais voilà. Je suis désolé, c'est pas qu'il n'y a pas de Bitcoin, c'est qu'il n'y a rien à en dire. Il n'y a rien à en dire. Alors, il y a peut-être des news dans ce secteur-là, mais moi, je ne fais pas de trading de news, donc je n'ai rien à vous donner. Les altcoins, je surveille que Chi, donc voilà, moi, tant que Ethereum, Bitcoin, ça ne bouge pas, je suis désolé. Et on le sait qu'on est dans une phase de faible volatilité où il ne se passera rien. C'était prévu, en fait, Universa. Il ne faut pas être surpris de ça, et au contraire, enlève tes œillères, sors du Bitcoin, sors des cryptocurrencies, il y a autre chose à faire dans ces marchés, et c'est beaucoup plus c'est tout aussi intéressant en fait, ça reste du trading, voilà.
Alors, les gars, la question du parcours, on y répond souvent. Euh, on va voir, hein. Moi, je ne sais pas non plus ce qui va en être. Ça dépend d'Apple, hein, encore une fois. Amazon s'est enfoncé, hein, ça c'est clair, il n'y a pas de souci. Mais on est sur des grosses baisses et en général le marché essaye de digérer le lendemain. Donc on va voir ce qu'il en est aujourd'hui. En plus il n'y a que du gros catalyseur. Donc il y a tout ce qu'il faut pour envoyer tout le monde n'importe où et continuer à trouver de la volatilité. Bon, mon parcours, sinon, c'est assez folklorique. Hein, voilà. Mais c'est écrit dans le Discord. Voilà. Bon, sinon, je te fais un résumé. En gros, je suis ce qu'on appelle un autodidacte, c'est-à-dire que je suis un peu bon dans tout, mais j'ai des facilités d'apprentissage. Donc, en fait, mon parcours professionnel, c'est un peu n'importe quoi. Je suis électricien, technicien agricole, musicien, enfin auteur-compositeur. Et du coup, j'ai pas été électricien parce que je me suis arrêté avant la fin des études, ça me gonflait. J'ai bossé un an dans le domaine agricole. C'était inintéressant au possible, ça m'a gonflé. Et donc, du coup, après, j'étais auteur-compositeur de musique électronique. Et puis après, pareil, ça m'a un peu gonflé. Et du coup, j'ai fini trader. De limiter la durée. Je fais ce que je peux. Alors, sans que tu te fixes un peu en dehors des téléphones, il reste l'écosystème de l'App Store, musique, le marché, price également, le pouvoir de faire des marges. Oui, c'est le pouvoir d'Apple de réaliser des marges. Malheureusement, moi je te dis, à choisir entre Apple et ses marges pharaoniques face à Jeff Bezos et son adage leurs marges sont nos profits, je te dis que quoi qu'il arrive, les Chinois vont venir concurrencer ce domaine-là et ils feront de toute façon aussi bien, voire mieux, et beaucoup moins cher. Donc adieu les marges d'Apple, donc adieu la profit, et donc adieu la capitalisation pharaonique qui va avec, tout simplement parce que c'est une autre licorne boursière, tout comme le sont toutes les bubules. On y croit, on essaie de justifier, on essaie de rationaliser quelque chose qui est complètement hors de toute rationalité. Hein. Le Bitcoin à 20 000, c'était n'importe quoi, c'était injustifiable. Aujourd'hui, Apple, plus de 1000 milliards, c'est injustifiable. C'est une énorme connerie ambulante, totalement injustifiée de par les parts de marché qu'elles ont. On espère des profits et des croissances de profits futurs complètement mirobolantes et stupides, alors que l'état de la profitabilité de la compagnie est déjà en train d'être remise en question. Ça fait déjà 2 trimestres qu'on est sous les précédents profits, et quand la courbe des profits s'inverse, la courbe des prix s'inverse aussi. Hein, et quand on est dans une bulle, forcément ça s'effondre. Donc pour moi, la structure de prix Apple, quoi qu'il arrive, ça va très mal finir, parce qu'on est allé beaucoup trop loin. Voilà, beaucoup trop loin. Les particuliers tradent ce truc-là, ils font n'importe quoi avec. Ça va chuter violent quand ça va déclencher ce truc. Maintenant, la question, c'est quand. Voilà. J'ai suivi AMD depuis 2 semaines et pris un trade en vente. La valeur a bien éclaté sa bulle comme je pensais. Trade est bien validé, bravo. J'ai une target à 20,50. Là, je viens de regarder l'after hour. Énorme gap baissier à l'after hour à 17,50. Dans un tel contexte, on encaisse tout à l'ouverture et on arrête de regarder la valeur. Absolument. Bravo Franck, tu commets pas l'erreur stupide de dire mais comme ça baisse encore plus vite que prévu, je reste dans le marché. Non. Ta target c'était 20,50, on t'offre 17,50. Full camp, voilà, c'est aussi simple que ça. Tu prends tes gains et tu te barres. C'est tout simplement ça. Très beau trade, je te félicite. T'as joué l'objectif, ça va même en dessous de ça. Et voilà, bravo, tout simplement. Oui, bon, allez, faites ce que vous voulez. Achetez Apple, faites-vous plaisir. Bref, faites ce que vous voulez. Allez, achetez Apple. Voilà. Merci pour le contenu éducatif. On s'en fout de ça. Je regarde même pas, pour être honnête. Tu ne commandes pas ton short sur Ubisoft. Je suis toujours dedans, donc voilà. J'ai racheté une partie des ventes sur Marie, ça avait été clair. J'avais 100 unités à la vente sur Apple, des unités spéculatives avec un prix, je ne sais plus trop. C'était par là que je l'avais pris, c'est ça, 222, et il m'en restait un peu avant, donc j'avais pas exactement 222 comme prix, mais un truc à peu près merdique du genre 220, un truc comme ça, 218.
un truc comme ça, en spéculatif. Et donc l'autre jour, à 216, j'en avais rajouté 200, donc j'en avais 300, et je me suis fait dégager les 200, enfin j'ai dégagé volontairement les 200 après le contre-pied d'avant-hier. Mais il m'en reste toujours 100 et j'en ai repris 50 hier, donc il y en a 150 des ventes Apple, enfin des unités, des actions Apple à la vente. Voilà, c'est tout. Allez, messieurs, je vous souhaite une agréable journée. À demain. Et on verra donc ce qui s'est produit avec la BCE aujourd'hui.